Cet épisode est commandité par Cautionnement Expert et PMA Assurance. Nos conseillers sont là pour vous accompagner dans vos projets de croissance en construction. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au balado Station Constructo. Nous décortiquons dans cette série d'épisodes plusieurs mises en situation malencontreuses qui pourraient survenir au sein d'entreprises en construction. Car nous ne sommes jamais à l'abri de problèmes qui pourraient survenir dans notre entreprise, que ce soit au bureau ou sur les chantiers. 4 situations fictives seront d'abord présentées afin que des experts nous offrent par la suite leurs conseils pour éviter des événements similaires. Dans cet épisode, aujourd'hui, nous présentons un cas de harcèlement au travail. Voici une mise en situation. Simon travaille depuis quelques mois comme superviseur en santé et en sécurité dans une entreprise en construction reconnue. Bien qu'il soit heureux d'avoir accédé à ce poste-là, l'environnement de travail l'oblige à remettre sa décision en doute. Ce qui semblait commencer comme de simples moqueries amicales s'est effectivement rapidement transformé en insultes. Marc, un travailleur œuvrant sur d'importants chantiers, se moque constamment de Simon et lui lance devant tous les autres travailleurs des propos injurieux lors de ses visites. Il crie, l'insulte et remet constamment ses compétences en question. Donc, tranquillement, les autres travailleurs ont cessé de prendre Simon et ses interventions au sérieux. À la longue, s'il remarque certains dangers, Simon craint d'en parler aux travailleurs de peur qu'ils deviennent vexants et agressifs à son égard. Et un soir, après une journée de travail particulièrement difficile, Simon prend son véhicule et fonce tout droit dans la maison de Marc. Donc, comment cette situation-là aurait pu être évitée? Nous allons en discuter aujourd'hui avec Véronique Leclerc, présidente, formatrice et coach chez Atout RH. Madame Véronique Leclerc, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté surtout. Donc, la mise en situation que je viens de faire, il y a une perception de ça, évidemment, la perception de la situation. On se trouve devant une situation de harcèlement, carrément, là. C'est ça. Bien, c'est important de faire, en effet, la différence dans la notion de harcèlement versus d'autres qu'on va voir un petit peu plus tard dans notre entretien. Ça semble être pas mal, en effet, une situation de harcèlement, ce que je vais pouvoir expliquer un peu plus tard. Est-ce que le harcèlement a évolué, a changé au fil des années en raison, par exemple, l'évolution du style de gestion de l'entreprise, les gens ont la mèche plus courte, je sais pas. Est-ce que ça a évolué au fil du temps? Et bonne question. Oui, hein? Oui. Écoutez, quand j'ai commencé en 95, on parlait davantage du harcèlement sexuel. C'est quelque chose qu'on entendait plus régulièrement. Puis après est venue s'intégrer toute la notion de harcèlement psychologique. Mm-hmm. Donc, je dirais que oui, il y a eu une évolution. Je dirais plutôt il y a eu un changement plutôt qu'une évolution dans cette notion de harcèlement sexuel ou harcèlement psychologique. Ça a changé, ça s'est élargi. Mm-hmm. Il y a peut-être une vingtaine d'années, on parlait davantage du harcèlement orienté vers le genre, les sexes, mettons, hommes-femmes. Peut-être aussi face à l'âge, les plus anciens face aux plus nouveaux. C'est vrai. Et là, on est venu intégrer d'autres volets. On est venu intégrer le statut social, on est venu intégrer le côté racial, on est venu intégrer plusieurs éléments. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que si on regarde les changements dans les styles de gestion, ça s'est fait au cours des 30 dernières années. OK. Donc, oui, je dirais qu'il y a eu une transformation beaucoup plus large, ce qui peut expliquer aussi certaines situations de nos jours. Mm-hmm. Et en même temps, une plus grande sensibilisation aussi, qu'avant, c'était pris pour normal, alors que maintenant, ce n'est plus considéré comme normal. Voilà. Et on en parle. Et on en parle. Et voilà. Ce balado en étant la preuve. Donc, on peut différencier aujourd'hui le droit de gestion, le manque de civilité, le harcèlement. Il y a moyen de différencier tout ça aussi, là. Écoutez, ce qui n'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Je donnais une formation justement dans une organisation il y a quelques semaines parce que elle-même disait que les employés n'arrêtaient pas de dire à leur gestionnaire, à leur superviseur, je suis victime de harcèlement. Donc, l'employeur dit, oh, attends, il faut intervenir, il faut agir. Puis, après quelques vérifications, c'était davantage des cas d'incivilité au travail. Mm-hmm. Et l'incapacité ou le manque de connaissance des employés de faire la différence entre le droit de gestion et du harcèlement. Mm-hmm. Donc, c'est important, je vous dirais, de faire la différence, de connaître la différence pour l'employeur et par la suite de transmettre cette information-là à ses employés. Voilà. Donc, le harcèlement, on va parler davantage de 5 facteurs.
Fait que quand tu es un employeur ou quand tu es un employé, de se dire, attends, mes 5 facteurs, est-ce qu'ils sont là? Donc, on va parler de conduite vexatoire, on va parler, par exemple, d'éléments qui sont répétitifs, on va parler d'éléments qui affectent la dignité, on va parler d'éléments qui font en sorte que les actes sont hostiles puis font atteinte à ma dignité, qui amènent tout ça à un climat de travail malsain. Donc, si on retrouve ces facteurs-là, on est dans une situation probablement, oui, de harcèlement. En même temps, attention, une situation super importante pourrait être considérée comme du harcèlement. Si ce n'est pas le cas, après, on peut ouvrir d'autres tiroirs. Droit de gérance, manque de civilité, intimidation. Comment on peut se rendre compte de la différence entre de l'incivilité, l'harcèlement et le rôle de l'employeur, donc la gestion, le droit de gestion, vous parliez tout à l'heure. Comment on peut faire cette différence-là? Ben, c'est sûr que quand vous êtes dans le bain, c'est difficile de sortir du bain pour pouvoir faire la différence. Fait que je vais vous donner des notions de comment faire la différence. Puis après, ben, quand vous êtes dans le bain puis qu'une situation se produirait, ben, c'est de vous reculer pour dire, OK, quels sont les critères qu'on a dans l'un ou dans l'autre? Ouais. Ben, je l'ai mentionné, le harcèlement, il y a 5 facteurs, on les a nommés. De l'intimidation, par exemple. L'intimidation, il y a 2 éléments qui définissent ce que c'est l'intimidation. C'est quand il y a un rapport de force entre, mettons, le harceleur et la victime. Puis là, je parle du harceleur, je parle pas du harcèlement nécessairement, mais je parle du harceleur. Ouais. Donc, quand il y a un rapport de force, donc ça veut dire que ça peut être en âge, ça peut être en pouvoir. Ils sont pas de même niveau. Okay? Mais ça peut être 2 employés. Aussi. Mais il y a un rapport de force. Et dans l'intimidation, il y a l'intention de faire mal. Okay. L'intention est en arrière, c'est sûr. Là, moi, j'avais déjà quelqu'un, il s'était amusé à coller les lacets, puis il y en a un, il avait même mis un serpent dans le casier de son... Donc, on a vraiment une intention qui est malveillante. Ça, c'est pour l'intimidation. L'incivilité, ben, tout à l'heure, on en a parlé un peu, c'est dans notre notion à nous, nord-américaines, d'un manque de savoir-vivre. Voilà. D'accord? Donc, je passe, je tiens pas la porte. Il y en a qui vont pouvoir, mettons, je dis pas merci, bonsoir. Je pitch mes dossiers à mon employé, puis je m'en vais sans lui parler, sans lui dire merci ou pas. Je donne pas d'explication. Je lui fais juste, j'ai vu un gestionnaire qui prenait sa chemise puis pitchait ça sur le bureau de son employé. Ça peut être de l'incivilité. Ça peut être quelqu'un de crier très fort après quelqu'un et de sacrer après quelqu'un. Ouais. Pour lui, ça peut être son langage courant, mais pour un autre, c'est très insultant. Tout à fait. Donc, le vocabulaire utilisé peut être considéré comme de l'incivilité, de la grossièreté et des injures. Ouais. Le droit de gérance, je l'aime bien celui-là parce que c'est arrivé où, entre autres, vous savez, on compte le nombre de pieds, on a certains rendements quand même qu'on doit atteindre comme entrepreneur dans l'évaluation de nos jobs. Puis, entre autres, si le contremaître ou le superviseur revient régulièrement voir un employé pour lui dire, ben écoute, non, tu n'as pas fait ça de la bonne façon, c'est pas ça. Puis, il est sur son dos à tous les jours. Il est sur son dos à tous les jours dans une mesure où il veut s'attendre à ce que le rendement soit attendu puis que s'il y a un problème de qualité, le problème de qualité soit réglé. Donc, on va être en termes de rendement. Maintenant, je fais la différence entre je dois faire des suivis à tous les jours versus ce que j'ai pu voir dans un bureau. Le gestionnaire, le patron, il soufflait sur l'épaule de l'employé pendant qu'il écrivait pour faire sentir qu'il était juste là. Il y a une façon de faire, disons. Il y a une façon de faire. Une façon de faire avancer le dossier. Voilà. Fait que le droit de gérance, j'ai eu un cas où ça s'est amené, où la différence, un employé qui a reçu une mesure disciplinaire. Il a reçu sa gradation de mesures disciplinaires, mais pour le même dossier qui était de l'assiduité, des retards et des absences fréquentes. Fait que l'employeur a suivi sa gradation de mesures disciplinaires, mais l'employé a porté plainte pour dire qu'il était victime de harcèlement parce que son employeur était tout le temps sur son dos à lui donner des avis disciplinaires. Bon, il en a fait plainte à son syndicat, mais c'était de démontrer que, ben non, c'est le droit de gérance. Le droit de gérance, c'est que si tu es régulièrement absent, on va te mettre des mesures disciplinaires. Tout à fait. C'est pas du harcèlement. Mais non, ben non. Donc, vous voyez, il y a ces notions-là qui peuvent vous aider à faire la différence entre intimidation, manque d'incivilité, droit de gérance et harcèlement. Est-ce que le harcèlement change selon la fonction des employés?
Dans certains cas, ce que j'ai pu voir, c'est que le harcèlement était souvent vu plutôt entre soit un patron et son employé, Mhm. quand on parlait davantage, exemple, d'un milieu qui est le bureau. Ouais. Et ensuite, on a vu que le harcèlement était entre employés. Le harcèlement peut être entre deux gestionnaires. Aussi. Le harcèlement peut être entre un groupe et un employé. Mhm. Donc, ça s'est vraiment élargi. De ce que j'ai pu voir aussi, c'est que, par exemple, le type d'intervention, le type de situation peut changer aussi sur un chantier. Ouais. Moi, j'ai vu des cas où, entre autres, on a des compagnons face aux apprentis Mhm. qui se sont dit, j'ai appris comme ça, lui, il va apprendre comme ça. Donc, lui-même, en ayant été victime il y a plusieurs années, reproduit le même moule vers un nouveau. Ouais. Donc, on peut faire des différences dans les types de harcèlement ou dans les personnes, si on regarde un peu plus bureau versus chantier. Et ça existe entre les deux. Mhm. Ça, je peux en voir des gens qui vont arriver, des ouvriers qui vont arriver dans un bureau et ils vont passer, par exemple, des commentaires, mais toujours à la même personne. Ouais. Ou alors sur un chantier avec une arpenteuse qui arrive avec son matériel et qui va être, par exemple, victime de plusieurs allégations allant jusqu'à même, des fois, saboter son travail. Mhm. Donc, oui, il y a plusieurs notions, plusieurs distinctions qu'on peut faire à ce niveau-là. On peut identifier les personnes et les situations à risque aussi, donc en amont, si je peux dire. Puis on va en parler de la prévention aussi plus tard. Mais il y a moyen d'identifier ces personnes-là assez rapidement, j'imagine. Il y a des situations où ça, tu fais oh là, pour mettre des gants blancs, il faut faire attention. Ah oui, oui. Mais quand on parle de ces personnes-là, est-ce qu'on parle du profil éventuel d'une personne qui pourrait être victime ou du profil éventuel d'une personne qui pourrait être un harceleur? Mhm. Les deux peut-être. Hein? Les deux peut-être? Ouais, je sais pas. D'accord. Je fais pas le profil un peu comme dans la police où on essaie Oui, de définir le modèle typique parce que ça serait dangereux après pour que dans les organisations, on commence à catégoriser des personnes. Donc, C'est vrai. faudrait pas rentrer dans ce mode-là. En même temps, ce que j'ai pu voir, ce sont souvent des personnes au niveau du profil éventuel d'une victime qui sortent du lot, qui ne font pas partie du groupe pour X raisons que ce soit. Donc, on est encore dans une société où il y a une normalité. Donc, tout ce qui sort de la normalité, on le regarde. Ouais. Et à ce moment-là, ça, c'est déjà un indicateur que ça peut être une personne qui pourrait être éventuellement victime de harcèlement, d'intimidation ou carrément d'incivilité. Ça, c'en est un. On peut se dire aussi, ceux qui sont dans un pouvoir, par exemple, tu sais, qui ont une notion de pouvoir. Tantôt, je vous parlais de l'apprenti puis du compagnon. Ouais. C'est d'être vigilant à ce moment-là sur le profil du compagnon. Est-ce qu'on est quelqu'un qui a appris à la old school, donc qui s'est fait saboter ses boîtes à lunch, qui s'est fait mettre des choses dans ses souliers et qui éventuellement pourrait vouloir reproduire la même chose? Donc, ce qui veut dire qu'on peut être plus vigilant face à ce profil-là, par exemple. On parle beaucoup d'immigration aussi. Ouais. Peut-être moins dans le domaine de la construction. C'est vrai que c'est pas encore tout à fait le créneau où j'en vois beaucoup plus. Dans l'agriculture, c'est plus fréquent. Mais en même temps, il n'y a pas nécessairement de formation qui est faite à l'interne pour être capable d'identifier ou de sensibiliser les gestionnaires comme les employés à cette nouvelle réalité sur leur chantier de construction. Donc, éventuellement, s'il n'y a pas ça en amont, ben ça peut être un profil d'une clientèle qui pourrait être victime éventuellement de harcèlement. Sensibiliser les gens à la différence et à la différence d'une personne par rapport à une autre. On va entrer dans la situation qu'on peut éviter. C'est une section importante. Comment la situation, donc, dans la description que j'ai faite au tout début, ça aurait pu être évité? On développe une écoute, on cible les situations à risque, on élabore, on implante, on communique les politiques RH de l'entreprise. Comment ça fonctionne? Bien, écoutez, c'est sûr que dans les conseils que je peux donner, j'aurais fait une nuance entre on est une grande entreprise puis on est une plus petite. Ouais. Parce que souvent, dans les grandes entreprises, on a un département RH. Voilà. On a un département des ressources humaines qui, entre autres, va être le porteur souvent. C'est le porteur de ces pratiques-là.
de sensibilisation, d'information et de traitement de situation. Alors qu'un petit entrepreneur n'a pas ces ressources. N'a pas ces ressources-là. Donc, c'est lui qui doit se les approprier au meilleur de sa connaissance, au meilleur de son temps aussi, sachant qu'il a peut-être aussi d'autres choses. C'est vrai. En même temps, est-ce que c'est aussi sa motivation principale? On va dire les choses comme ça. Oui. Je ne le cacherai pas. Mais pour prévenir, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des ressources humaines, c'est un département au service de l'organisation. Pour être en mode de prévention, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire seulement d'un département. OK. Donc, quelque part, c'est de vous dire, comme grande organisation et même plus petite, avez-vous votre politique, par exemple, sur la prévention du harcèlement psychologique et sexuel? By the way, excusez-moi l'anglicisme, c'est une obligation, c'est une loi. Si vous ne l'avez pas, je vous inviterai à la rédiger. D'accord. Il y en a un beau modèle sur le site de la CNSST. Donc, c'est important. Mais au-delà de l'avoir sur papier, ça serait bon d'en faire une petite formation, une petite sensibilisation aux employés. Donc, pas juste de la faire signer quand vous embauchez quelqu'un sans donner des explications. Quand vous embauchez quelqu'un, faites-la signer, mais donnez des explications aussi au moment pour permettre à l'employé de faire lui-même la différence entre ça sera quoi le droit de gérance? Donc, si ton boss est sur ton dos parce que tu n'atteins pas ton rendement, c'est le droit de gérance. C'est pas parce qu'il est sur ton dos, parce que d'un seul coup, il te fait du harcèlement. Donc, profitez de ce moment-là même pour faire cette sensibilisation puis cette éducation des différences. Faire un code de civilité. Un code de civilité. Alors, je serais curieuse de savoir si on avait des entrepreneurs devant nous, de leur demander à main levée combien ont un code de civilité. Je serais intéressée de voir le pourcentage de main levée. Mais souvent, ça, j'imagine que c'est simplement le gros bon sens aussi. C'est le gros bon sens. La politesse, c'est bon, le respect et tout ça. Mais il y en a que quelque part, la notion de respect puis la notion de politesse n'est pas la même. Il y a un côté qui est quand même culturel. Hein. Quelqu'un qui va dégringoler d'un seul coup tout le temps les escaliers alors qu'il y a un employé qui est juste en dessous puis qui finit avec des mal de tête. Et lui qui dégringole, il vise la rapidité et l'autre, il a mal de tête. Tenir la porte. Je vous invite à faire le test quand vous allez au centre d'achat ou au magasin. Combien de personnes vont vous tenir la porte alors que vous passez, puis combien d'entre vous tiennent la porte? Donc, le code de civilité en entreprise, ce que ça permettrait de faire, c'est de dire quels sont les comportements, les attitudes que l'on accepte et celles que l'on n'accepte pas. Parce que ça se fait pas chez nous. Puis, entre autres, tout à l'heure, vous me posiez la question, comment on aurait pu déterminer ou voir un peu plus le profil d'une personne qui pourrait être, on va dire, la cible de harcèlement. Bien, entre autres, si vous voyez qu'elle a un changement d'attitude et de comportement. Donc, si vous associez ça au code de civilité, c'est plus facile à identifier. Quoi d'autre? Oui, de la formation. Beaucoup d'écoute. Donc, ce qui veut dire que votre middle management, là, que ce soit votre superviseur, votre contremaître, votre gérant de chantier, votre directeur, qu'ils aient développé ou mis de l'avant un volet de proximité. Tu sais, d'être proche. Quand un employé ou même n'importe qui, vous et moi, on sent qu'on a confiance en notre collègue, on peut avoir tendance à vouloir partager quelque chose qu'on vit. C'est vrai. Donc, avoir cette notion de confiance, de dire je peux avoir confiance en mon gestionnaire parce qu'il va être là, ou de savoir que lui ou elle va être à l'écoute et peut prendre mon dossier aussi de manière objective. Donc, la confiance. Donc, ça veut dire former son middle management à tous les niveaux pour être à l'affût de situations et développer une écoute. Puis une proximité avec ses employés qui font en sorte qu'ils vont avoir confiance de verbaliser ou de soulever des problématiques qui ne seraient pas seulement du harcèlement. Ça peut, comme un employeur, ça peut être un employé qui voit que son collègue est en train de voler du matériel. Donc, ça peut être à utiliser vraiment beaucoup plus large que juste le sujet d'aujourd'hui. C'est un travail d'équipe, il faut s'en rappeler aussi. Hein. Le domaine de la construction, le domaine qui nous intéresse, ben on travaille en gang puis on pousse dans le même sens. On pousse dans le même sens, mais en même temps, ça me rappelle une notion où parfois vous avez des entrepreneurs généraux qui vont faire affaire avec des entrepreneurs spécialisés. Donc, il peut y avoir un entrepreneur spécialisé ou un employé d'un entrepreneur spécialisé
qui peut, lui, être justement la cible des employés de l'entrepreneur général. OK. Et ça, je le retrouve. Donc, prendre les gens un peu de haut ou l'inverse. Oui, ça ira peut-être pas jusqu'à des notions de harcèlement, parce que, comme je dis, il y a 5 facteurs à se rappeler, mais on peut rentrer à ce moment-là dans la notion d'intimidation. Ouais. Et à ce moment-là, ben, ça peut venir dégénérer pour l'ensemble du climat de travail. Qu'est-ce que l'on devrait surveiller pour éviter des situations de harcèlement? Est-ce qu'il y a des indices, des pistes? On en a parlé un petit peu au début. J'aimerais approfondir ce domaine-là. J'imagine qu'il y a des mises en situation vraiment... Bon, ce que j'ai décrit au tout début, c'est un peu gros, mais c'est quand même... c'est quand même factuel et puis ça arrive. Ben, c'est quand même, vous allez dire c'est gros, mais je pourrais dire à nos auditeurs que c'est réel, c'est basé sur le fait que, en effet, j'ai eu un client dont l'employé, à la fin de la journée, a suivi l'autre et a foncé dans sa maison avec sa voiture. Donc, c'est aussi basé sur des faits, pour dire jusqu'où on peut se rendre. Puis après, ben, on rentre dans un nouveau cadre législatif qui devient criminel. Exact. Qu'est-ce qui aurait pu, par exemple, dans cette situation, nous permettre d'identifier un risque éventuel? Quand vous avez quelqu'un qui est promu, par exemple, donc dans notre cas-ci, Simon a été promu dans un poste de superviseur. Ouais. Donc, Simon, elle faisait partie des collègues de travail et qu'il est promu. On a ici un petit risque. Pas que ça soit nécessairement un cas de harcèlement, mais de se dire jusqu'où son leadership va être accepté par les autres employés. Donc, éventuellement, pourrait être la cible de commérage, la cible d'insultes, la cible même de sabotage. Donc, quand il y a une promotion, par exemple, ça peut être un élément. Quand vous avez une nouvelle personne qui vient d'arriver, alors que l'équipe est ancienne. Ah oui, les nouveaux, ben oui. Donc, le petit nouveau, la petite nouvelle, ça peut être un autre élément à identifier. Comme je l'ai dit, quelqu'un qui va sortir de la normalité peut faire en sorte que cette personne-là peut être considérée comme une cible. Hein? C'est comme si vous avez d'un seul coup un mur qui est uniforme, puis d'un seul coup, je viens mettre quelque chose, mon regard, mon attention peut être portée vers ça. Tout à fait. Donc, ça encore, c'est un indice. Et comment agir lorsqu'on y est confronté à ce harcèlement-là, ou peu importe, ça peut être de l'incivilité ou peu importe le domaine, on n'est pas outillé souvent pour faire face à ça. Est-ce qu'on est porté, peut-être pas, tout dépendant de notre tempérament et de notre personnalité, à dénoncer? C'est pas évident. Oui. Quand tu es confronté, je me mets à la place de la victime, on est malheureux, je sais pas, on lève le petit drapeau blanc puis on veut absolument dénoncer. Quelle est la meilleure façon? Oui, c'est de dénoncer, j'imagine, quand même. Bien, la meilleure façon, c'est pour une personne qui a l'impression qu'elle est victime de harcèlement, quand on parle de harcèlement psychologique, sexuel, autre, de le dénoncer. Ouais. C'est sûr qu'en même temps, tout à l'heure, je vous ai dit, dans une organisation, il devrait y avoir une politique à cet effet. Donc, s'il y a une politique à cet effet, ça explique aussi le processus, comment procéder pour faire une dénonciation et vers qui se tourner. Donc, ça suggère que l'entreprise a déjà identifié à l'interne des personnes qui sont considérées comme neutres pour lesquelles les gens peuvent aller les voir s'il y avait des situations. Ouais. Donc, qu'elles puissent se référer à cet élément-là qui est validé pour l'entreprise. En même temps, vous ne vous cacherez pas, il y en a, moi, que quand je suis intervenue dans certains dossiers, qui ne voulaient pas dénoncer. Parce qu'elles avaient peur de représailles. Exact. Elles avaient peur de représailles. Donc, c'est sûr que pour l'employeur, mon client me disait, mais Annick, je veux bien faire ce que je dois faire, mais c'est parce qu'elle ne m'aide pas. Je fais comment? Oui. C'est ça. Fait que c'est sûr que les personnes à l'interne, qui sont normalement les personnes inscrites dans la politique pour traiter les dossiers, devraient avoir quand même des habiletés interpersonnelles et être reconnues à travers le milieu dans lequel l'entreprise œuvre et à l'interne comme des personnes objectives. Donc, ces personnes-là vont aller voir donc notre personne qui est cible ou victime potentielle de harcèlement pour aller chercher de l'information. Ouais. En même temps, l'employeur, attention de ne pas tomber dans ce piège-là. C'est que si la personne vous dit « Non, tout va bien. Il faut pas... Votre devoir, c'est pas juste dire « Ah, j'ai fait ce que j'avais à faire,
Il n'y en a pas, puis je me frotte les mains, puis je passe au prochain dossier qui est une soumission d'autre chose. Non. Vous avez un devoir et une obligation d'aller plus loin que ça. Investiguer davantage. Il faut investiguer davantage parce que vous le savez, hein, la notion des représailles, c'est pas parce qu'une personne te dit non que ça se passe pas. Donc, on fait quoi? Hein, vous allez me dire, je fais quoi? Ben oui. On va regarder, on va poser des questions autour. C'est ce qu'on appelle, on va faire une enquête. Donc, on va aller voir les collègues. On va questionner, on essaie de vérifier de l'information. On démontre qu'on fait une démarche pour vraiment résoudre une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit du harcèlement, de l'intimidation ou autre. Ou même, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être le manque de civilité ou le droit de gérance. Ouais. Donc, c'est la prochaine étape, c'est de faire une enquête. Puis de là, de prendre des décisions, d'aller aussi voir la personne qui aurait le profil ou qui pourrait être le harceleur potentiel pour valider sa perception de ce qui lui est reproché. Moi, j'en ai vu certains que pour eux, c'était normal. Comme je l'ai dit, ils l'ont vécu comme ça. Ils le reproduisent comme ça. Et en approchant l'harceleur en disant, est-ce que c'est possible que... Et là, peut-être la personne se rend compte de son comportement. Hein? C'est possible. Hein? C'est possible. Donc, oui, amener... Il y a différentes approches. Il y a différentes approches. Pour ça que je vous dis, c'est des habiletés pour amener les gens à parler, à faire des prises de conscience. C'est délicat. C'est un peu plus délicat aussi. Il y a des situations où c'était vraiment de la mauvaise intention. C'est carrément de mauvaise intention que j'ai pu voir d'autres. Ils avaient juste... reproduit quelque chose. Et c'est assez particulier parce que, comme je dis, les 5 facteurs étaient là. Donc, c'est d'aller questionner le harceleur potentiel pour voir sa perception de ce qu'on pourrait lui reprocher. Est-ce qu'il se sent visé? Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il nie totalement? Donc, on fait ce genre d'enquête-là. Puis, à ce moment-là, on détermine si, oui, il y a situation de harcèlement. Et à ce moment-là, ce que ça demande, c'est qu'il faut agir. Il faut intervenir directement. Il faut intervenir. En même temps, pour nos auditeurs qui ne savent pas, il y a quand même une bonne démarche qui est expliquée au niveau de la CNSST sur comment s'y prendre avant que le dossier n'aille à la CNSST. Parce que rappelez-vous, un employé peut ne pas vous le dire à vous qu'il est victime, mais va se retourner de bord puis va faire une plainte à la CNSST. Voilà. Donc, même si c'est un employé qui est régi par le décret, à la base, ça fait partie de la CNSST. Donc, il peut aller voir son syndicat et en même temps porter une plainte à la CNSST. Sans parler à l'employeur. Sans parler à l'employeur. Donc, à ce moment-là, la procédure est différente. Oui, puis l'employeur est mis devant le fait accompli un peu, peut-être? Là, c'est sûr que là, on rentre avec un dossier où la CNSST va valider si l'employé était, puis il va faire son enquête. Donc, rentre dans votre entreprise, va questionner vos équipes de travail. Là, vous avez un enquêteur externe qui rentre chez vous. Donc, la démarche est un petit peu plus structurée aussi. Donc, il y a des étapes probablement à faire avant de se rendre là. Avant de se rendre là. C'est pour ça que je vous disais, si l'employeur démontre toute sa bonne volonté et fait toutes les démarches, il y a des dossiers qui ne se rendent pas à la CNSST parce que l'entreprise a été capable de régler le dossier avant que ça aille trop loin. Oui, puis c'est important de le dire aussi, qu'il y a moyen de régler les choses. Il y a moyen de régler les choses, là. Tout à fait. Que ça soit pas juste au niveau légal, mais pour la santé mentale des personnes, l'équilibre au niveau du travail aussi, là. Puis je vous le cacherai pas, il y a un aspect financier en arrière de ça aussi. Aussi, c'est vrai. On a fait le tour de nos questions et du dossier. Madame Véronique Leclerc, merci beaucoup de votre participation à notre balado aujourd'hui. Écoutez, merci de m'avoir invité. Au plaisir d'avoir l'occasion peut-être de se rejaser. À la prochaine. À la prochaine. Merci. C'est ce qui termine cet épisode de notre série Savoir éviter le pire. Nous souhaitons remercier Véronique Leclerc ainsi que Cautionnement Expert et PMA Assurance qui sont les commanditaires de cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur les menaces en cybersécurité. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section balado. À très bientôt!